vous connaissez ce moment où la vie décide d'arrêter d'être un drame calme et prévisible pour se transformer en une émission de télé-réalité en prime time, complète avec des rires enregistrés que vous seul pouvez entendre? C'était mon mardi. Pas n'importe quel mardi, notez bien, mais celui où j'ai découvert que mon petit ami Thomas ne travaillait pas simplement tard. Il s'improvisait apparemment briseur de cœur professionnel. Et sa dernière cliente était une femme que je reconnaissais vaguement de l'appareil elliptique le moins utilisé de la salle de sport. Et le comble, c'est que je l'ai découvert en faisant défiler le compte Instagram d'une blogueuse culinaire du quartier, admirant des pâtes à la truffe parfaitement dressées, pour apercevoir la main indubitablement large et légèrement trop poilue de Thomas, attrapant un graissin en arrière-plan. À côté de lui, une blonde, qui n'était pas moi, riait avec un plaisir un peu trop sincère. Ma première pensée n'a pas été le chagrin d'amour. C'était, sérieusement, Thomas, tu ne pouvais même pas choisir un restaurant avec un mauvais éclairage? Je m'appelle Élise et pendant la majeure partie de ma trentaine, j'ai été l'équivalent humain d'un mur beige. Agréable, se fondant dans le décor, causant rarement de remous. Ma vie était un tableau Pinterest soigneusement organisé de choix sensés et d'élégance discrète. Thomas était censé être la touche de couleur sourde, le fromage affiné de mon cracker au blé complet. Nous avions une routine. Nous avions un compte de streaming partagé. Nous avions même une plante que nous n'avions pas encore réussi à tuer. Ce n'était pas une romance tourbillonnante, plutôt une brise légère, mais c'était notre brise légère. Ou du moins, c'est ce que je pensais. La photo sur Instagram a été un accident de voiture au ralenti dans mon cerveau. Le restaurant, la Cuillère d'Or, était l'un de ces endroits branchés et tamisés du Marais où les portions sont minuscules, les prix astronomiques et l'ambiance conçue pour vous faire sentir sophistiqué, même si vous ne commandez qu'un gratin de coquillettes glorifiées. Thomas, béni soit son cœur prévisible, commandait toujours la même chose, le steak wagyu, saignant, avec un supplément de frites à la truffe. Et il était là, en arrière-plan de la photo d'une inconnue, faisant exactement cela avec quelqu'un qui n'était pas moi. Ma réaction initiale ne fut pas des larmes. C'était une observation sèche, presque académique. Tiens. C'est donc comme ça que ça arrive. Pas dans un grand fracas, mais avec un graissin. J'ai zoomé. La blonde se penchait vers lui, son sourire large. Thomas faisait ce truc avec ses yeux où il avait l'air d'écouter attentivement, mais calculait probablement combien de frites supplémentaires il pouvait subtiliser. C'était une scène tellement cliché qu'elle aurait pu être tirée d'une mauvaise comédie romantique française. Sauf que j'étais la protagoniste insoupçonnée qui n'avait pas été informée du changement de genre. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Une lueur de trahison, une vague d'agacement profond et une envie irrésistible de commenter la publication de la blogueuse avec un cryptique. On dirait que quelqu'un apprécie sa réunion tardive, mais j'ai résisté, à peine. Mon téléphone semblait lourd dans ma main. J'ai fait défiler les commentaires sous la publication. Un endroit si romantique. La nourriture a l'air divine. Qui est l'heureux couple? Personne ne savait. Personne ne soupçonnait. C'était juste un autre mardi soir. Un autre moment Instagram parfaitement organisé. Un autre mensonge se déroulant à la vue de tous. Je me sentais comme un détective qui vient de tomber sur l'indice le plus évident de l'histoire. Un indice si flagrant qu'il en était presque insultant. C'était comme trouver une note disant « Je te trompe » laissée dans la boîte à biscuits. Et ensuite, trouver la boîte à biscuits. L'absurdité de tout cela m'a frappé comme une vague scélérate. J'étais là, planifiant méticuleusement notre escapade du week-end dans une chambre d'hôte pittoresque en Normandie, hésitant entre des bombes de bain parfumées à la lavande et des fromages AOP pour notre panier de pique-nique, tandis que Thomas était dehors, apparemment en train d'auditionner pour un rôle dans Scène de la vie conjugale, le préquel. Ma vie, que je pensais être un film d'auteur de bon goût, venait d'être détournée par un mélodrame sorti directement en streaming. Et moi, Élise, la femme qui triait ses épices par couleur, j'en étais maintenant la vedette. Sans même qu'on me le demande, j'ai posé mon téléphone lentement. Le silence dans mon appartement, habituellement réconfortant, ressemblait maintenant à une vaste chambre d'écho de ma propre naïveté. J'ai regardé autour de moi les coussins que j'avais passé une heure à disposer, le puzzle à moitié fini sur la table basse, la plante toujours obstinément vivante. Tout cela ressemblait à des accessoires dans une pièce de théâtre que je ne savais pas être en train de jouer. Et le public, juste moi, apparemment, regardant ma propre vie s'effilocher avec une fascination morbide. Eh bien, ai-je murmuré à la plante, qui est restée stoïquement indifférente. C'est certainement un rebondissement.
Et dire que je pensais que mon plus gros problème aujourd'hui serait de décider entre le lait d'avoine et le lait d'amande pour mon café crème. La pensée de confronter Thomas, des larmes et des démentis inévitables, et de la performance théâtrale qu'il livrerait sans aucun doute me remplissait d'une terreur lasse. Ce n'était pas la douleur d'un cœur brisé qui me dérangeait le plus. Pas encore. C'était la pure incommodité de tout cela. La perturbation de ma vie parfaitement organisée, l'énergie mentale que je devrais dépenser pour quelque chose d'aussi totalement, prévisiblement désordonné. J'ai repris mon téléphone, non pas pour traquer Thomas, mais pour trouver l'adresse de la cuillère d'or. S'il allait transformer ma vie en spectacle, le moins que je puisse faire était de m'assurer d'avoir une place au premier rang, ou mieux encore, un rôle principal dans le grand final. Cette pensée, une petite étincelle malicieuse, commença à briller au fond de mon esprit. Le mur beige était sur le point de recevoir une couche de peinture très bruyante et très sarcastique. Et peut-être, juste peut-être, que je pourrais enfin utiliser ces fromages affinés après tout. Juste pas avec Thomas. Les jours suivant l'incident de la cuillère d'or furent une masterclass d'art de la performance passif-agressif. Thomas, inconscient comme un mur de briques dans un ouragan, continuait sa mascarade de petit ami dévoué et légèrement trop occupé. Il m'envoyait par SMS, « Bonjour, rayon de soleil », avec un enthousiasme qui ressemblait maintenant à une cruelle blague cosmique. Il me demandait comment s'était passée ma journée, feignant de l'intérêt pendant que je décrivais les détails banals de mon télétravail, sachant pertinemment qu'il repassait probablement mentalement son rendez-vous aux pâtes à la truffe. Je répondais avec une douceur mielleuse qui aurait fait grimacer un diabétique, ajoutant des pics subtils, presque imperceptibles. « Oh, ma journée s'est bien passée, Thomas. » Juste bien. Pas aussi excitante que les soirées de certains, j'imagine. Il grognait simplement. « C'est bien, bébé. » Manquant complètement le sous-texte qui hurlait plus fort qu'une sirène. C'était comme essayer d'expliquer la physique quantique à un poisson rouge. Mon monologue intérieur, cependant, était un spectacle de stand-up en cours d'écriture. Chaque interaction avec Thomas était de la matière pour de nouveaux sketchs. Quand il se plaignait d'être fatigué par de longues réunions, je pensais, oui, je suis sûr que rencontrer ses lèvres pendant 3 heures d'affilée est épuisant. Quand il mentionnait nonchalamment un nouveau restaurant qu'il voulait essayer, j'ajoutais mentalement, oh, c'est là que tu emmènes ta prochaine conquête, ou on reste à la cuillère d'or pour l'instant. Ça a l'air de bien marcher pour toi. L'amertume était là, bien sûr, mais elle était enrobée de tant de couches d'ironie et de sarcasme qu'elle avait presque le goût d'un dessert au chocolat noir. La véritable humiliation n'était pas seulement la trahison elle-même, mais la pure et simple prévisibilité de la chose. C'était comme regarder un mauvais magicien sortir un lapin d'un chapeau, sachant pertinemment que le lapin y était déjà caché. On ne m'avait pas seulement prise pour une idiote. J'avais été prise pour une idiote par quelqu'un qui pensait clairement que j'étais trop bête pour remarquer quoi que ce soit. Et ça, cher lecteur, c'était le péché impardonnable. J'ai été prise pour une idiote, ai-je songé devant mon reflet un matin, et moi qui pensais que le clown de la famille était mon cousin perpétuellement au chômage, Jérôme. Ma famille, béni soit leur cœur bien intentionné mais totalement inutile, ne m'a été d'aucune aide. Ma mère, en m'entendant vaguement faire allusion à des problèmes relationnels, s'est immédiatement lancée dans un monologue sur le fait que je devais être plus compréhensive, et que, les hommes sont juste différents, ma chérie. Ma sœur, toujours pragmatique, a suggéré que je passe simplement à autre chose. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Aucun d'eux, pas un seul, n'a demandé si j'allais bien, ou si j'avais besoin de me défouler, ou si je voulais brûler les affaires de Thomas dans un feu de joie rituel. C'était toujours à propos de ma réaction, jamais à propos de sa transgression. C'était comme si j'étais celle qui avait commis le péché capital d'exister tout en étant trompée. « Oh, Élise, tu es si sensible », soupirait ma mère comme si ma réponse émotionnelle à la trahison était équivalente à être allergique au gluten. J'avais envie de crier « Non, maman. Je ne suis pas sensible. Je ne suis juste pas un paillasson avec un sourire agréable. » Au lieu de cela, je hochais simplement la tête, offrant un sourire pincé qui ressemblait probablement plus à un début d'AVC léger. C'était une danse familière. Moi essayant d'exprimer une blessure authentique. Eux l'invalidant immédiatement avec des banalités et des conseils non sollicités. C'était un marathon de micro-agressions, et je perdais perpétuellement. Le gaslighting était subtil, insidieux. Thomas mentionnait occasionnellement à quel point il était stressé au travail, impliquant que ses nuits tardives et son comportement distant étaient le résultat d'une pression professionnelle, et non d'une infidélité personnelle. Tu sais, Élise,
parfois j'ai l'impression que tu ne comprends pas les exigences de mon travail, disait-il avec un soupir las qui était clairement répété. Et moi, la Élise naïve d'antan, j'aurais peut-être marché. Mais la nouvelle Élise, améliorée et légèrement plus cynique, pensait juste, oh, je comprends parfaitement, Thomas. Ton travail consiste à jongler avec 2 femmes, et tu n'es clairement pas assez payé pour ce genre d'heures supplémentaires. J'ai commencé à voir le monde à travers une nouvelle lentille, sombrement humoristique. Chaque couple que je voyais se tenir la main, chaque comédie romantique à la télé, chaque chanson d'amour mielleuse à la radio devenait une cible pour ma moquerie intérieure. Regardez-les, pensais-je en observant un couple roucoulé devant un chiot au jardin du Luxembourg, si béatement inconscient que l'un d'eux planifie probablement déjà sa voie d'évasion vers un rendez-vous secret. C'était un mécanisme de défense, je le savais. Si je ne riais pas, je me mettrais probablement en boule pour pleurer pendant une semaine. Et franchement, j'avais trop de choses importantes à faire, comme décider quel parfum de glace accompagnerait le mieux mon nouveau cynisme. L'autre femme, dont je ne connaissais toujours pas le nom, mais que je désignais mentalement comme « l'amatrice de pâte à la truffe », est devenue un personnage dans mon récit en évolution. Je l'imaginais probablement parfaitement coiffée, probablement avec un rire qui tintait comme des carillons, complètement inconsciente qu'elle était une co-vedette dans ma tragicomédie. Je me demandais si Thomas lui avait parlé de moi. Probablement pas. Il était du genre à compartimenter ses mensonges comme il compartimentait son linge, proprement et avec un manque distinct de soucis pour ce qui se passait dans l'autre panier. La pensée d'être remplacé, d'être l'ancien modèle échangé contre une version plus récente et plus brillante, était initialement une piqûre, mais elle s'est ensuite transformée en autre chose. Un sens de l'amusement pervers. Oh, donc je suis l'iPhone 8 et elle est l'iPhone 15 Pro Max, hein, songeais-je. Eh bien, au moins l'iPhone 8 fonctionne toujours, a une meilleure autonomie de batterie et ne nécessite pas une mise à jour logicielle constante pour fonctionner. C'était une comparaison ridicule, mais elle me faisait glousser. Et à ce moment-là, la piqûre a diminué. Ce n'était plus seulement à propos de Thomas. C'était à propos de tout l'écosystème de trahison subtile et de rejet que j'avais vécu, non seulement de sa part, mais aussi de la part d'autres personnes qui prétendaient se soucier de moi. C'était à propos d'être invisible, puis d'être vu seulement quand c'était pratique pour le récit de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, le récit changeait, et moi, Élise, le mur beige, j'étais sur le point de devenir une fresque très colorée et très sarcastique. Et j'avais le sentiment que la peinture allait être d'une nuance de rouge assez choquante. La décision de passer de la fille triste au cœur brisé au cerveau stratégique avec une vendetta et un sens de l'humour tueur s'est produite quelque part entre mon 3e pot de glace artisanale et mon 5e visionnage d'un film de vengeance particulièrement satisfaisant. J'ai réalisé que ce morfondre était non seulement improductif, mais aussi terriblement ennuyeux. Ma vie était déjà une farce. Pourquoi ne pas s'y investir à fond et en faire une farce mémorable? Mon plan n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre mon récit en main avec une généreuse portion d'humiliation publique pour Thomas et peut-être une petite dose parfaitement exécutée pour l'amatrice de pâte à la truffe. Ma première étape fut la recherche. Pas le genre de recherche consistant à traquer des ex sur les réseaux sociaux, mais le genre, découvrir la vérité avec un soupçon de Sherlock Holmes. Je devais identifier la blonde. Une plongée rapide dans les photos identifiées de la blogueuse culinaire m'a mené à son profil. Son nom était Manon, et oh, quel profil c'était! Des photos d'ongles parfaitement manucurés tenant des sacs à main de créateurs, des selfies avec un filtre qui donnait à sa peau l'aspect de la porcelaine, et un nombre alarmant de photos de son chien habillé de minuscules pulls. Elle avait un mari, aussi. Mis en évidence sur quelques photos, ressemblant exactement au genre d'homme qui serait trop occupé par son travail important pour remarquer que sa femme dînait avec les petits amis des autres. Son nom était Antoine. Il avait un visage aimable, une racine des cheveux légèrement dégarnis et un penchant pour le golf. Bingo. Mon plan était si discret, si élégamment simple, que même une agence d'espionnage professionnelle prendrait des notes entre 2 smoothies aux choux frisés bio. Je n'allais pas confronter Thomas. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais orchestrer un dévoilement public si subtilement dévastateur qu'il ferait passer une tragédie shakespearienne pour un spectacle de marionnettes. Et tout cela se passerait à la cuillère d'or, bien sûr, parce que si vous devez faire dans le cliché, autant y aller à fond. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'étais là, planifiant méticuleusement une embuscade stratégique, tandis que Thomas se félicitait probablement encore de sa tromperie magistrale. Il pensait être si intelligent, si sournois.
C'était comme regarder un tout petit essayer de cacher un biscuit derrière son dos. Adorable, mais totalement transparent. Oh, Thomas, pensais-je, un sourire ironique jouant sur mes lèvres. Tu me sous-estimes. Je suis peut-être un mur beige, mais je suis un mur beige avec un système de surveillance très sophistiqué. Mon prochain mouvement était d'entrer en contact avec Antoine. Cela demandait une touche délicate. Je ne pouvais pas simplement l'appeler à froid et lui dire « Eh, ta femme te trompe avec mon mec. Tu veux qu'on prenne un café ?» Ce serait trop direct, trop brouillon et, franchement, trop ennuyeux. Je devais être subtil. Un murmure dans le vent qui se transforme en ouragan. J'ai trouvé son profil professionnel sur un site de réseautage, probablement LinkedIn. Il était architecte. Parfait. J'ai rédigé un email prétendument au sujet d'une collaboration potentielle pour un projet de design d'intérieur fictif. J'ai complimenté son travail, exprimé mon admiration pour son cabinet et suggéré subtilement un dîner décontracté pour discuter des possibilités. J'ai choisi la cuillère d'or pour la réunion proposée, citant son excellente ambiance pour les discussions créatives. L'univers, semblait-il, était de mon côté, ou du moins appréciait le spectacle. Le jeu de l'attente était agonisant, mais aussi excitant. Chaque jour, je vérifiais ma boîte de réception, un petit frisson d'anticipation voltant dans mon estomac. Répondrait-il? Tomberait-il dans le panneau? Verrait-il clair dans ma ruse à peine voilée? Je l'imaginais, un professionnel occupé, parcourant probablement ses emails en diagonale, et j'espérais que mes mots-clés soigneusement choisis innovants, sur mesure, synergie attireraient son attention. Et puis c'est arrivé. Une réponse. Mademoiselle Élise, merci de m'avoir contacté. Je suis intrigué par votre proposition. La cuillère d'or semble charmante. Que diriez-vous de mardi prochain à 20h? Une clameur triomphale et silencieuse a éclaté dans mon salon. J'ai pratiquement sautillé dans l'appartement. Oui, ai-je chuchoté à la plante, qui avait toujours l'air peu impressionné. Les pièces se mettent en place. L'audace pure de la chose, l'ironie délicieuse d'inviter le mari de l'autre femme sur la scène même du crime, c'était presque trop parfait. C'était comme un braquage méticuleusement planifié. Seulement, au lieu de diamants, je recherchais l'humiliation publique et une dose satisfaisante de schadenfreude. L'étape suivante consistait à s'assurer que Thomas serait là. C'était la partie la plus facile. Thomas, étant une créature d'habitude et un connaisseur de l'infidélité prévisible, avait un dîner de travail habituel le mardi soir avec Manon. Il m'en avait même parlé nonchalamment quelques jours auparavant. Oh, bébé, j'ai un gros dîner client mardi. Je rentrerai probablement super tard. J'ai juste souri doucement et dit, oh, c'est dommage. J'espérais que nous pourrions enfin regarder ce documentaire sur le toilettage canin de compétition. Il avait marmonné quelque chose à propos d'affaires importantes, manquant complètement l'étincelle dans mes yeux. J'ai passé les jours suivants à perfectionner ma tenue, mon maquillage et mon visage de poker. Je voulais avoir l'air chic sans effort, comme quelqu'un qui n'était absolument pas dérangé par le chaos imminent. J'ai pratiqué mon expression décontractée, oh, quelle coïncidence, devant le miroir. J'ai répété mon sourire poli et légèrement amusé. J'ai même pratiqué ma réplique, je suis tellement désolé, j'ai dû vous confondre avec quelqu'un d'autre, juste au cas où. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une performance. Et j'étais déterminé à gagner un César de la meilleure actrice dans un complot de vengeance tragicomique. La veille au soir, j'ai ressenti un étrange mélange de nervosité et d'exaltation. C'était comme le calme avant la tempête, ou peut-être le calme avant une explosion particulièrement satisfaisante. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais senti petite, invisible, inaudible. Toutes les fois où j'avais été comparée, rejetée ou prise pour acquise. Ce n'était pas seulement à propos de Thomas et Manon. C'était à propos de chaque moment où je m'étais autorisé à être moins que ce que j'étais. Et maintenant, j'étais prête à libérer toute la force sarcastique et totalement non beige d'Élise. Le décor était planté, les acteurs étaient en place, et le rideau était sur le point de se lever sur le dîner le plus délicieusement gênant du siècle. Le mardi soir arriva avec l'éclat dramatique de l'entrée d'un méchant dans une pièce mal écrite. Je suis arrivé à la cuillère d'or précisément à 19h55. J'avais l'air de sortir d'un magazine de mode, et non d'un complot de vengeance soigneusement élaboré. Ma robe était d'un noir élégant et confiant, mes cheveux étaient parfaitement coiffés et mon sourire était aussi serein que celui d'un moine bouddhiste, si ce moine prévoyait secrètement de déclencher un torrent de chaos passif-agressif.
J'ai scruté la salle, mon cœur faisant un petit tango d'anticipation. Le restaurant bourdonnait, une symphonie de verres qui s'entrechoquent et de conversations feutrées. Et là, dans un box confortable dans le coin, se trouvaient Thomas et Manon, pile à l'heure, mes petits tourtereaux faisant leur nid dans leur nid d'amour illicite. Ma réservation était pour 20 heures. Antoine, béni soit son cœur ponctuel, est arrivé à 19h58. Il ressemblait exactement à sa photo de profil. Gentil, un peu fatigué et complètement insoupçonneux. Je l'ai accueilli avec un sourire chaleureux et professionnel, en tendant la main. Antoine, ravi de vous rencontrer enfin. Élise. Il m'a serré la main, sa poigne était ferme. Élise, un plaisir. Merci d'avoir suggéré cet endroit. C'est assez agréable. Oh, c'était agréable. D'accord, attendez juste le plat principal. L'hôtesse nous a conduits à notre table, qui, par un coup de génie pur et simple et un billet de 50 € glissé discrètement au maître d'hôtel, était stratégiquement située directement en face du box de Thomas et Manon. Pas trop près pour être évident, mais assez près pour une ligne de mire parfaite. Alors que nous nous installions, je me suis assuré de me positionner de manière à ce que Thomas ait une vue claire sur moi. Antoine, quant à lui, était déjà absorbé par le menu, complètement inconscient du feu d'artifice imminent. Alors, Antoine, ai-je commencé, ma voix claire et calme. Je disais juste, quelle belle ambiance cet endroit, très intime. J'ai jeté un coup d'œil subtil vers Thomas et Manon, qui étaient maintenant en grande conversation, leurs têtes rapprochées. Thomas faisait son rire de séducteur, un son qui me faisait habituellement grincer des dents. Antoine a gloussé. Oui, c'est un endroit populaire. Ma femme et moi venons ici de temps en temps. Oh, l'ironie. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Ah, vraiment? Dis-je, feignant la surprise. Quelle coïncidence. J'ai entendu des choses merveilleuses sur leurs pâtes à la truffe. J'ai vu la tête de Thomas se redresser brusquement de sa conversation. Ses yeux, habituellement si ternes, s'écarquillèrent dans une manifestation de choc digne d'un dessin animé. Il m'a vu, et puis il a vu Antoine. Son visage, habituellement une image de contentement fade, passa par une série rapide de changements de couleur, du pâle au cramoisi puis à une teinte maladive de vert. C'était comme regarder un caméléon traverser une crise existentielle. Manon, toujours inconsciente, était au milieu d'une phrase, décrivant probablement le dernier accessoire de mode de son chien. Et puis je lui ai dit, « Loulou, chérie, le tweed c'est tellement la saison dernière », tria-t-elle. Thomas, cependant, était figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, une seule frite à la truffe suspendue dans les airs comme un otage culinaire. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme, ou peut-être un contrôleur fiscal très en colère. Thomas, l'invita Manon, remarquant son silence soudain. « Est-ce que ça va, chérie? Tu as l'air d'avoir vu un. » Elle suivit son regard. Ses yeux, qui pétillaient d'autosatisfaction, s'écarquillèrent maintenant avec une horreur naissante. Elle m'a vu. Elle a vu Antoine. Et puis elle a vu le tableau complet et glorieux de sa vie s'effondrer sous ses yeux, sur fond de quatuor de jazz doux. J'ai fait un petit signe de la main polie à Thomas, comme si nous n'étions que des connaissances qui s'étaient croisées au supermarché. Thomas, quelle surprise, dis-je, ma voix dégoulinant d'une innocence presque théâtrale. Et Manon, n'est-ce pas? De la salle de sport? La bouche de Manon s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Elle regarda de Thomas à moi, puis à Antoine, qui levait maintenant les yeux, confus par le silence soudain. « Est-ce que tout va bien, chérie ?» demanda Antoine à Manon, les sourcils froncés. « Tu as l'air un peu rouge. » Manon bégaya. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un murmure étranglé. Je suis intervenu doucement. « Oh, Antoine et moi avons juste un dîner d'affaires. Nous discutons d'une collaboration potentielle. N'est-ce pas, Antoine ?» Je lui ai adressé un sourire éblouissant. Antoine, toujours déconcerté, hocha lentement la tête. Oui, c'est exact. Élise est architecte d'intérieur. Thomas, trouvant enfin sa voix, croassa, Élise, qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était à peine un murmure, empreint de pure terreur. C'était le son d'un homme réalisant qu'il avait marché directement dans un piège très élégant et très public. Oh, je profite juste de l'ambiance, Thomas, répondis-je en prenant une gorgée délicate de mon eau. Et de la compagnie, bien sûr.
Antoine ici présent est absolument charmant. J'ai lancé un autre sourire radieux à Antoine, qui me l'a rendu, toujours totalement ignorant, mais appréciant clairement l'attention. Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait pu le couper au couteau à beurre. Manon, récupérant légèrement, lança des regards noirs à Thomas. « Thomas, qui est-ce » exigea-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Thomas, ressemblant à un animal pris dans les phares, bégaya « Manon, c'est... c'est Élise, ma petite amie. » Il s'étouffa pratiquement sur le mot. La tête d'Antoine se tourna brusquement vers Manon, puis revint vers Thomas, puis vers moi. Son visage aimable se transforma lentement en un masque d'incrédulité, puis d'horreur naissante, puis d'une rage calme et sourde. « Ta petite amie » répéta-t-il, sa voix dangereusement basse. « Manon, qu'est-ce qui se passe ?» Manon, réalisant que la mascarade était finie, éclata en un torrent d'excuses incohérentes. Quelque chose à propos de malentendus et de « juste amis ». Thomas, quant à lui, essayait de se fondre dans les coussins du box. Il avait l'air totalement pathétique. Il commença à transpirer abondamment. « Je peux expliquer, Élise, génie-il, sa voix étant une supplication désespérée. « Oh, je suis sûr que tu peux, Thomas, dis-je, un sourire froid sur le visage. Mais je pense qu'Antoine ici présent mérite de l'entendre d'abord. Après tout, c'est lui qui prévoyait de passer le reste de sa vie avec quelqu'un qui préfère apparemment dîner avec les conjoints des autres. » Tout le restaurant sembla retenir son souffle. Les serveurs s'arrêtèrent. Les dîneurs firent semblant de ne pas regarder, mais leurs oreilles étaient clairement tendues. C'était une scène tout droit sortie d'une émission de télé-réalité, et j'en savourais chaque minute. Je n'aurais jamais imaginé qu'une réservation de dîner puisse laisser tant d'hommes adultes pâles, et personne ne se consacrait aux arts. La justice, semblait-il, était mieux servie avec un accompagnement d'humiliation publique et un verre de chablis parfaitement frais. Les conséquences du gala de la cuillère d'or furent, comme prévu, un désordre glorieux. Manon et Antoine eurent une dispute très publique, très bruyante et très satisfaisante. Juste là, au milieu du restaurant, culminant avec Manon sortant en trombe dans un tourbillon de sac à main de créateurs et de mascara strié de larmes. Antoine, après un moment de silence stupéfait, se tourna vers moi, le visage partagé entre le choc et la gratitude. « Élise, dit-il, je ne sais pas quoi dire. Merci. » J'ai simplement haussé les épaules, image d'un héroïsme discret. Je ne fais que mon devoir civique, Antoine. Il fallait bien que quelqu'un clarifie le plan de table. Thomas, pendant ce temps, essayait de s'éclipser, mais je n'en avais pas fini avec lui. « Oh, Thomas, ai-je lancé juste assez fort pour que quelques tables entendent. N'oublie pas ton portefeuille. Tu l'as laissé sur la table. Je ne voudrais pas que tu sois en retard pour ta prochaine réunion client. » Il l'a saisi, le visage figé dans une mortification totale, et a pratiquement couru vers la porte. C'était une vue vraiment magnifique. Contre toute attente, Antoine et moi sommes restés pour dîner. Nous avons commandé les pâtes à la truffe. C'était délicieux. Nous avons parlé pendant des heures, non pas de la trahison, mais de la vie, du travail, de l'absurdité des relations humaines. C'était un homme sincèrement gentil, et je me suis surprise à ressentir un étrange sentiment de camaraderie avec lui. Nous étions deux participants involontaires d'une tragédie commune, maintenant liés par une humiliation publique mutuelle de nos partenaires respectifs. C'était une connexion bizarre mais étrangement réconfortante. Dans les jours qui suivirent, les effets d'entraînement furent, comme prévu, divertissants. Thomas a essayé d'appeler, d'envoyer des SMS, d'expliquer. Je l'ai bloqué partout. Il s'est même présenté à mon appartement une fois, l'air échevelé et désespéré. J'ai simplement ouvert la porte, lui étendu un carton contenant ses dernières affaires, principalement des chaussettes et une collection très discutable de t-shirts à motifs, et j'ai dit « Merci d'être passé, Thomas, mais mon mur beige est officiellement fermé pour rénovation. » Plus de petits amis fades autorisés. Il a juste fixé le vide, vaincu. C'était une petite victoire, mais ô combien douce. Manon, j'ai entendu dire par le téléphone arabe, alias les ragots de la salle de sport, passait un mauvais moment. Sa présence parfaitement organisée sur les réseaux sociaux était devenue silencieuse. Son chien Loulou était probablement en thérapie. Et Antoine, il a demandé le divorce. Il m'a même envoyé une note de remerciement avec un bon cadeau pour un spa local, pour m'avoir aidé à voir clair, disait le mot. J'ai gloussé. Mon travail ici était terminé.
Ma vie après Thomas était étonnamment plus légère. C'était comme se débarrasser d'un manteau lourd et mal ajusté. J'ai réalisé combien d'énergie j'avais dépensé à être facile à vivre, à ne pas faire d'histoire, à être la petite amie invisible qui ne faisait jamais de vagues, et pourquoi ? Pour que quelqu'un d'autre puisse faire tanguer mon bateau avec une maîtresse et un accompagnement de frites à la truffe. Non merci. J'ai commencé à dire non plus souvent. Non au café fade. Non au rendez-vous ennuyeux. Non aux gens qui n'appréciaient pas ma marque particulière de charme sarcastique. J'ai redécoré mon appartement, ajoutant des touches de couleur vive là où le beige régnait autrefois. J'ai même acheté une nouvelle plante, une orchidée ridiculement flamboyante, juste pour prouver quelque chose à la vieille plante stoïque. L'expérience m'a appris une leçon précieuse, bien qu'un peu cynique. Les gens vous sous-estimeront, surtout si vous êtes calme et sans prétention. Ils supposeront que votre silence est une faiblesse. Que votre patience est de la naïveté. Mais parfois, les calmes ne font que prendre leur temps, rassemblant de la matière pour leur prochain chef-d'œuvre d'humour noir. Je ne suis pas devenue amère. Je suis devenue plus tranchante. Mon humour, toujours un peu noir, avait maintenant un fil supplémentaire, aiguisé par le ridicule de ma propre vie. Je retourne toujours à la cuillère d'or parfois, généralement avec des amis. Je commande toujours les pâtes à la truffe et je porte toujours un toast mental à Thomas et Manon. Les muses involontaires de ma renaissance personnelle. C'est un rappel que même les expériences les plus douloureuses peuvent être transmuées en autre chose. Une bonne histoire, une blague piquante, un nouveau sens de soi. Et quant à la famille, eh bien, j'ai redéfini ce terme. Ce n'est pas seulement le sang ou les noms de famille partagés, ni même les comptes de streaming partagés. Ce sont les gens qui ne rient pas à votre visage, mais seulement à la blague parfaitement élaborée et totalement absurde que vous êtes devenu. Et parfois, c'est toute la famille dont vous avez besoin.